Bonsoir, bienvenue à l'ENSIB pour ce webinaire. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à intervenir. Vous avez un chat au-dessous de la fenêtre et vous pourrez donc interagir avec nous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise, pour un webinaire autour de notre offre de master et de diplôme d'établissement avec moi une partie de l'équipe pédagogique qui va se présenter à vous dans quelques instants. Pour introduire ce webinaire, je vais dire quelques mots de l'école. Cette école est une école universitaire, mais qui a plusieurs missions en matière de formation. La première de ces missions, c'est celle qui consiste à former, après concours, les lauréats du concours de conservateur d'État des bibliothèques et du concours de bibliothécaire d'État et de la ville de Paris, pour l'un et pour l'autre. Nous assurons également une mission de formation tout au long de la vie, essentiellement auprès des cadres des bibliothèques et de la documentation. Et nous sommes enfin un établissement universitaire, membre associé de l'Université de Lyon, et qui propose une offre de niveau master dans les domaines très spécialisés des sciences de l'information et des bibliothèques et de l'histoire du livre, des médias et des bibliothèques. Ces missions de formation ne sont pas séparées les unes des autres, elles se font effectivement avec beaucoup de liens les unes avec les autres, mais nous allons vous parler ce soir, presque exclusivement je pense, des formations universitaires et en particulier de notre offre de master, mais nous parlerons également d'un diplôme d'établissement, un des deux diplômes d'établissement assurés par l'école, le diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. Nous avons également, depuis peu, un nouveau diplôme d'établissement, le diplôme universitaire en sciences de l'information et des bibliothèques, qui est un diplôme international. Je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter. Je suis Yves Alix, le directeur de l'ENSIB, et après moi, donc, les uns et les autres qui sont à côté de moi vont se présenter. Je vais donner tout de suite la parole à Nathalie Marcereau-Ramel, qui est directrice des études et des stages de l'école et qui va animer ce webinaire. Nathalie, c'est à toi. Merci Yves. Bonsoir. Alors, ce webinaire est la première étape d'un événement, d'un ensemble d'événements que nous appelons OpenENSIB 2018. Donc, bienvenue à OpenENSIB 2018. Premier événement, pas tout à fait, puisque depuis quelques jours, sur la chaîne YouTube de l'école, ont été postées des vidéos qui présentent l'ensemble de nos parcours de master et le diplôme d'établissement dont M. Alix vient de parler, cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. Aujourd'hui, grâce à ce webinaire, vous allez pouvoir dialoguer avec les responsables et co-responsables de ces formations. Il y aura un autre événement en présentiel à l'ENSIB à Villeurbanne ce vendredi 27 avril, de 14 h à 18 h. Pour celles et ceux d'entre vous qui peuvent et veulent se déplacer, nous organisons des portes ouvertes et nous serons ravis de vous accueillir, de vous faire visiter l'école et de vous parler de nouveau de nos formations. Et puis il y aura un deuxième webinaire le 18 mai à 18 h. Et cette fois-ci, vous pourrez dialoguer avec les étudiants et anciens étudiants de nos formations. Donc, nous espérons qu'avec cet ensemble de manifestations, vous serez très informés pour candidater, puisque les procédures de candidature pour 2018-2019 sont ouvertes sur notre site. Je vais demander à chacun des intervenants présents autour de moi de se présenter très rapidement, de vous dire son nom, son prénom et sa fonction de responsable de parcours de master, en commençant par Benoît, qui se trouve tout à fait à ma gauche. Merci. Donc, bonsoir, je suis Benoît Epron, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication ici à l'ENSIB, et je suis responsable du parcours publication numérique de la mention de master sciences de l'information et des bibliothèques. Evelyne Cohen, je suis professeure des universités en histoire culturelle et responsable du master archives numériques. Dominique Vary, je suis professeur des universités en histoire moderne. Je suis responsable du master culture de l'écrit et de l'image. Alors, autour de cette table désormais, je suis Nathalie Marcereau-Ramel, co-responsable du parcours politique des bibliothèques et de la documentation au sein de la mention sciences de l'information et des bibliothèques.
et ma co-responsable Fabienne Henriot, maître de conférence, n'a pas pu être présente ce soir et en est très désolée. Bonsoir, Agnieszka Tona, responsable pédagogique du Master 1 de la mention sciences de l'information et de la communication, que nous appelons ici à l'INSIP le Master Paniste. C'est une année commune aux 4 parcours de la 2e année. Bonsoir, Thomas Chambaud-Petit-Jean. Je suis à l'origine du diplôme d'établissement de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. Bonsoir, Pascal Robert, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication et je suis responsable du master CIBIST, master généraliste de gestion de l'information scientifique et technique, et qui appartient à la mention sciences de l'information des bibliothèques. Alors nous allons tenter ce soir de traiter vos questions. Vos nombreuses questions sur nos formations. Donc nous allons essayer de toutes les traiter, mais nous n'avons qu'une heure. Je vais commencer par adresser à mes collègues responsables des parcours de première année le même type de questions que nous avons reçues. Une expérience de bibliothèque est-elle nécessaire pour intégrer votre parcours de master? Donc en culture de l'écrit et de l'image, Dominique Vary, quelle est votre réponse? Absolument pas. Elle peut être utile, mais elle n'est pas du tout nécessaire. Bien. Et j'adresse la même question à Agnieszka Tona pour le Merci master Nathalie. paniste. Alors en ce qui concerne les masters panistes, a priori non, sauf si vous souhaitez intégrer en 2e année les masters PBD où cette expérience, sous forme par exemple d'un stage en bibliothèque, d'un stage d'été, est fort utile. Une autre question qui concerne le master paniste. Combien d'heures de cours y a-t-il par semaine dans ce parcours de première année? Et est-ce que je peux avoir un job étudiant tout en suivant le master paniste? Alors, les cours sont organisés en fait sur 4 journées par semaine. Au premier semestre, ça va être mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et au 2e semestre, lundi, mardi, mercredi et jeudi. En général, nous avons entre 6 et 7 heures de cours par jour. On finit généralement autour de 17 heures. Donc si votre travail est dans la soirée, je pense que vous pouvez avoir un job en faisant ces masters. Je m'adresse à toi, Evelyne, pour le parcours de master archives numériques. Quels sont les métiers que je peux exercer après un master 2 ARN, archives numériques, on l'abrège chez nous en ARN? Alors, ce sont des métiers dans le domaine des archives, mais pas les archives simplement, les archives nationales, les archives départementales, etc., les archives des historiens. Ce sont des métiers dans le domaine des documents archivés, on peut dire, de la gestion des documents archivés. C'est ce qu'on appelle en particulier le Records Management, Doc Controller. Il y a plusieurs appellations pour ces métiers de gestion des documents et de l'information. Et des débouchés prometteurs. Et des débouchés prometteurs qui sont à la fois dans le secteur public, mais beaucoup dans le secteur privé. Il ne faut pas arriver avec des préjugés dans la formation. On trouve beaucoup d'emplois dans les entreprises qui, avec le développement du numérique, ont de plus en plus besoin d'archivage de leurs données. Alors à propos justement d'emploi, je me tourne vers toi Pascal pour le parcours de 2e année CIBIST. Je suis intéressée par ce master, donc quel type de structure est-ce que je vais être amenée à travailler? Est-ce que je peux travailler dans le privé? Alors oui, vous pouvez travailler dans le privé. La majorité de nos étudiants ces dernières années ont trouvé des postes dans des entreprises privées, minorité dans des postes qui relèvent de l'administration ou des associations. Et vous avez l'occasion de travailler dans des structures qui sont aussi bien de grandes structures. Vous pouvez être amené à travailler chez Renault, comme vous pouvez être amené à travailler dans le secteur de la chimie, comme des petites structures lorsque vous êtes consultant. Donc c'est un spectre qui est très large en fait. Merci. Un peu le même type de question pour toi, Benoît, pour le parcours publication numérique, PUN en abrégé. Dans quel type de structure est-ce que je suis amenée à travailler après un master PUN? Alors, la majorité de nos étudiants s'intègrent dans des structures qui sont de type maison d'édition, donc qui ont une activité éditoriale, principalement imprimée ou papier, et qui développent des projets autour de l'édition numérique.
On a également quelques étudiants qui intègrent des structures publiques universitaires parce que c'est des établissements qui ont aujourd'hui des problématiques de publication numérique extrêmement fortes, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement. Alors, concernant le parcours de deuxième année politique des bibliothèques et de la documentation, vous nous avez adressé deux questions assez proches. Ce qui vous préoccupe, c'est de savoir quelle est la différence entre les postes auxquels on peut aspirer lorsqu'on fait un master PVD et lorsqu'on passe le concours de bibliothécaire d'État. Alors, pour répondre déjà à cette première question, si vous passez le concours de bibliothécaire d'État, vous allez être affecté sur un poste de cadre des bibliothèques dans un établissement universitaire ou une bibliothèque de grand établissement. Cette affectation sera automatique. Si vous faites un master, vous allez devoir ensuite candidater sur un poste qui pourra être un poste de cadre. En tout cas, on vous forme à cela. Il y a notamment dans ce master une unité d'enseignement qui tourne sur les problématiques managériales, mais vous pourrez aussi travailler dans le secteur privé et à l'étranger. Vous pourrez occuper un emploi contractuel. Un certain nombre de nos étudiants commencent d'ailleurs souvent par ce type d'emploi et peuvent être pérennisés dans la structure dans laquelle ils sont employés. Vous pourrez également candidater sur d'autres concours que ceux de la stricte filière bibliothèque. Pour travailler dans la filière bibliothèque en tant que cadre, il faut avoir passé le concours d'État de bibliothécaire ou de conservateur. Mais on peut aussi passer d'autres concours, comme ceux de la filière ITRF, personnel ingénieur, technicien de recherche et de formation, dans une branche d'activité professionnelle qui est celle des bibliothèques et de la documentation. Et ces concours sont accessibles avec d'autres types de préparation et d'autres types d'épreuves que ceux des concours de l'État. Je vais me tourner vers toi, Thomas, pour le cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. Quelle est la différence entre ce COBD, on l'appelle comme ça, et un parcours de master? Le diplôme de COBD a vraiment été pensé comme un diplôme extrêmement opérationnel avec des contenus très professionnels et professionnalisants. C'est un diplôme qui s'effectue en 1 an, alors qu'un parcours de master, c'est en 2 ans. Donc. Et c'est un diplôme qui, pour l'instant, n'est pas encore reconnu au RNCP comme le sont les diplômes de master, mais dont la reconnaissance est en cours. Je reviens vers toi, Agnieszka. Il y a une autre question qui nous a été adressée au sujet du Master 1 paniste. Est-il possible d'effectuer un stage à l'étranger en Master 1 paniste? Et on va peut-être pouvoir répondre un peu collectivement à cette question pour les autres parcours. Alors tout à fait, depuis cette année, donc l'année universitaire en cours, les étudiants qui sont en M1 peuvent partir à l'étranger au 2e semestre. Et je vous invite du coup à consulter la page web des relations internationales pour voir quel partenariat existe entre l'ENSIB et les établissements étrangers. Est-ce que c'est possible en culture de l'écrit et de l'image, Dominique? Bien sûr, nous avons tous les ans des étudiants qui partent à l'étranger et ça débouche même parfois sur des postes à l'étranger. Puisque nous avons d'anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui, par exemple, à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, à la Bibliothèque royale de Belgique ou dans des bibliothèques d'Oxford et de Cambridge. Cette possibilité de travailler à l'étranger, ce n'est qu'en première année ou vous l'autorisez aussi en 2e année? En première année, le stage est un stage volontaire, donc nous n'obligeons personne à partir en stage, fût-ce en France ou à l'étranger. En 2e année, le stage est obligatoire, il peut se dérouler en France ou à l'étranger. Il est bien évident qu'envoyer un étudiant à l'étranger, c'est envoyer un représentant de l'ENSIB à l'étranger, et qu'il convient donc de le choisir avec soin, parce qu'il représente l'école. Ce que vous ne manquez pas de faire. Alors, certains parcours de 2e année acceptent des mobilités au semestre 3, dans la mention sciences de l'information et des bibliothèques. C'est le cas en PUN, Benoît? Je ne sais pas si tu veux en dire. Oui, c'est le cas en PUN pour des étudiants qui présentent des projets qui sont parfois des projets d'expatriation à terme, ou qui ont un lien particulier avec un établissement à l'étranger. On a eu plusieurs cas d'étudiants qui ont fait un semestre à l'EPSI à Montréal, par exemple, et qui ont continué ensuite leur carrière là-bas. En cibiste?
Oui, c'est possible aussi, à condition d'avoir fait la première année à l'ENSIB, de façon à éviter que les gens ne viennent directement en deuxième année et puis qu'on ne les voit que s'en aller en fait à l'étranger. Voilà. Donc on fait sa première année à l'ENSIB, oui. Et à ce moment-là, c'est ouvert la possibilité de faire la deuxième année à l'étranger, et par exemple, pourquoi pas à l'EPSI avec lesquels on a d'excellentes relations. On va reparler des accès directs en deuxième année, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé. Master ARN et Master Politique des bibliothèques et de la documentation sont plus réservés sur les mobilités en deuxième année. Nous ne l'autorisons pas. Absolument, il faut mesurer les avantages d'un séjour à l'étranger où on apprend effectivement d'autres manières de travailler, mais en même temps, on ne bénéficie pas du suivi que le bureau des stages et de l'insertion professionnelle, le responsable des stages, assure auprès des étudiants. Donc, véritablement un suivi qui est très constructif, en fait. Voilà, donc nous, on est un peu réservés, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des choses qu'on ne peut en ce moment, à ce stade de développement de cette sous-discipline qui sont les archives numériques, on ne peut les apprendre qu'en France en ce moment, peut-être aussi au Canada. Alors nous avons aussi des réserves dans le parcours PBD. Nous autorisons et nous encourageons les stages au semestre 4 à l'étranger. Si un étudiant ou une étudiante a un projet de stage, nous l'accompagnons, et il y a une mission relations internationales à l'ENSIB qui se charge d'aider les étudiants à monter leur projet, à trouver des bourses pour financer leurs déplacements. Par contre, nous n'autorisons pas le semestre 3 à l'étranger. Nous estimons que les enseignements de ce semestre sont très spécifiques à l'ENSIB et que cette possibilité d'être encadré dans un groupe à petit effectif, puisque c'est la marque de fabrique de l'ENSIB, de travailler avec des petits effectifs, eh bien, ne se retrouvera pas, et que nous ne pourrions pas non plus avoir ce suivi très précis de nos étudiants et de nos étudiantes que nous souhaitons mettre en place. On a parlé d'accès direct en Master 2. Cet accès est possible. Dominique, dans votre mention? Il est possible, il a été beaucoup pratiqué. Je suis maintenant beaucoup plus réservé. Je ne dis pas non, mais les cas seront étudiés avec beaucoup d'attention, parce que la première année du Master Culture de l'écrit et de l'image est quand même une année généraliste de formation à l'histoire du livre en général, et qu'on a besoin de ce bagage-là pour faire une seconde année qui est une année beaucoup plus professionnalisante. Si on n'a pas ces bases-là, évidemment, il faut les acquérir très rapidement, alors que le programme de la seconde année est déjà extrêmement lourd. Benoît, en publication numérique? Oui, alors en publication numérique, on accueille des étudiants directement en M2. C'est souvent des étudiants qui ont un parcours, jusqu'à présent, qui ont eu un parcours plutôt dans le domaine des lettres, qui visent au travers du master publication numérique une forme de professionnalisation de leur parcours, pour pouvoir ensuite intégrer le secteur éditorial en faisant valoir leurs doubles compétences, à la fois dans le domaine de l'édition numérique et dans un domaine disciplinaire souvent littéraire. Eh bien, nous, dans nos promotions, nous avons, on peut dire, 50% d'étudiants qui font la première année, qui est l'année de master dite paniste, à l'ENSIB, mais nous avons aussi environ 50% des promotions qui viennent directement en deuxième année, de parcours extrêmement variés, mais on estime, on évalue les connaissances qui ont été acquises dans les années précédentes. Pascal, pour Cibiste? Oui, c'est à peu près la même chose pour le Master Cibiste. On accueille très peu d'étudiants et on fait attention à ce qu'ils aient un niveau d'informatique qui soit au moins équivalent à celui de nos premières années panistes. C'est absolument essentiel pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions le Master Cibiste. Oui, même choix en PBD. Nous sommes très attachés au fait que l'étudiant ou l'étudiante ait déjà étudié l'information communication avant. Et par ailleurs, nous sommes attachés, ça Agnieszka Tona l'a déjà indiqué, au fait qu'il y ait eu une expérience, même minime, en bibliothèque ou en centre documentaire, ou dans le domaine de la documentation.
vacations, stages volontaires, stages à l'occasion d'une formation précédente. Mais en tout cas, nous souhaitons que nos étudiants arrivent en Master 2 en sachant ce que c'est que l'infocom et en sachant aussi pourquoi ils viennent en politique des bibliothèques et de la documentation, donc en sachant déjà ce que c'est qu'une bibliothèque et un centre documentaire aujourd'hui. Thomas, je vais te redonner la parole sur cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. C'est un diplôme très spécifique, puisqu'il est presque entièrement dématérialisé. Est-ce que tu veux en dire quelques mots et expliquer quelle est la part du présentiel et du distanciel dans ce diplôme ? Le diplôme de COB a été construit vraiment comme un diplôme en formation à distance, avec néanmoins 5 semaines de présentiel qui vont ponctuer l'ensemble de l'année de formation. On va commencer par une semaine de présentiel justement pour permettre à l'ensemble des participants, des étudiants, de se connaître, de se rencontrer. Et puis après, il va y avoir 6 semaines de présentiel qui vont venir ponctuer l'année et qui permettront à chacun d'arriver à se jauger, de voir, de comprendre combien il peut être difficile justement de travailler à distance et de comprendre également que ces difficultés que chacun va rencontrer lorsqu'il est seul chez soi, eh bien, ses camarades de promotion vont les rencontrer également. Et donc, du coup, de faciliter, d'émuler des échanges entre les différents membres de la promotion, en plus de ceux qu'il peut y avoir avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Merci Thomas. Alors, une question vient de nous être posée sur le thème de l'alternance, que je pensais précisément aborder ensuite avec notamment Agnieszka, qui est co-responsable de la mise en place de l'alternance à l'ENSIB dès cette année. La question est, est-ce que le Master 2 PBD est toujours accessible en alternance? Alors, la première réponse que je peux apporter avant de te passer la parole, c'est que jusqu'à présent, il ne l'était pas accessible en alternance. Et est-ce qu'il va le devenir? La réponse est oui, à partir de la rentrée. Mais sur ce dispositif plus général de l'alternance que nous mettons en place à l'ENSIB, je te laisse la parole. Alors, tout à fait. Donc, l'alternance à l'ENSIB est possible en deuxième année dans les 3 parcours CIBIST, PBD et PUN. En sachant qu'en fait, pour les parcours CIBIST, on a quand même une expérience de 4-5 ans sur cette question. En Master PUN, l'alternance a été mise en place l'année dernière, donc on va enchaîner sur la deuxième année. Et pour la rentrée prochaine, on va commencer les alternances en PBD. Je ne sais pas s'il faut que je spécifie davantage. Peut-être que tu peux oui, expliquer un peu quel accompagnement on met en place dans ce domaine. Alors, quand vous êtes en alternance, vous êtes un salarié qui est en formation à l'école. Donc du coup, vous avez les mêmes droits qu'un salarié en entreprise. Et côté école, vous avez un accompagnement, je dirais, très soigné parce que durant toute votre année universitaire, vous êtes accompagné par un tuteur universitaire qui fait un lien entre l'école et l'entreprise. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'alternance. Je ne sais pas quel aspect on peut encore aborder. Alors, quand vous êtes en alternance, peut-être la question des calendriers, ça c'est assez important. Durant les premiers semestres, toutes nos formations en alternance, donc les 3 parcours, sont construites en fait sur les mêmes calendriers, 3 jours en entreprise, 3 jours à l'ENSIB et 2 jours en entreprise. Et à partir des mois de fin janvier, début février, ça dépend beaucoup en fait de chaque parcours, les étudiants en alternance sont à plein temps en fait en entreprise jusqu'à septembre. Voilà. Merci. Nous venons de voir arriver une question sur les diplômes, les mentions de diplômes à obtenir avant d'intégrer un master à l'ENSIB. La question est plus précise, est-ce qu'une licence d'histoire me permet d'intégrer un master? Alors, quel master? Je vais déjà me tourner vers mon voisin qui cherche des historiens. Alors oui, bien évidemment, une licence d'histoire permet d'intégrer un des masters de l'ENSIB, plusieurs même, master de l'ENSIB. Le master culture de l'écrit et de l'image dont moi je m'occupe est un master d'histoire qui recrute prioritairement des historiens et qui, s'il accepte des gens venant d'autres horizons, veut qu'ils se convertissent à l'histoire pour faire de l'histoire pendant qu'ils sont là. Donc évidemment, avec une licence d'histoire, on peut préparer
un master d'histoire, culture de l'écrit et de l'image à l'ENSIB, mais on peut aussi préparer d'autres masters de l'ENSIB. Absolument, je ne sais pas. Je peux répondre aussi là-dessus. Dans le master archives numériques, nous avons de nombreux historiens, déjà parce que le mot archive résonne particulièrement aux oreilles des historiens. Je pense qu'on peut peut-être élargir la réponse et dire qu'en fait, nous ne demandons pas, dans la mention sciences de l'information et des bibliothèques, nous n'exigeons pas des disciplines particulières avant de candidater dans cette mention. Nous regardons vraiment la qualité du dossier, les notes. Nous savons que nos masters demandent un investissement important, donc nous demandons que les moyennes des diplômes universitaires préparés soient au moins égales à 12 sur 20. Il s'agit vraiment d'une moyenne. Nous demandons qu'il y ait une lettre de motivation avec un projet professionnel, pas des phrases copiées sur Internet ou recopiées. Il vaut mieux des maladresses et de la sincérité plutôt que des choses formatées. Et croyez-moi, on les décèle très bien et très vite. Donc soyez aussi spontanés mais motivez votre projet de formation à l'école. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cette mention? Et nous sommes ouverts ensuite à des profils et à des disciplines extrêmement variées. Agnieszka, tu peux peut-être compléter? Donc, nous recrutons les étudiants qui viennent, je dirais, de tout domaine scientifique, aussi bien en sciences humaines et sociales qu'en sciences appliquées. On a des sociologues, des historiens, des anthropologues, mais aussi on cherche également, on a des étudiants qui ont fait avant biochimie ou informatique. Et du coup, peut-être je vais répondre à la question qu'on voit sur la musicologie. Qu'on voit, c'est-à-dire la question est la suivante: est-ce qu'on peut intégrer les masters panistes avec une maîtrise des recherches en musicologie? La réponse est oui, à condition que vous vous positionnez en fait dans votre dossier de candidature par rapport au métier auquel prépare cette formation. Donc il faut vraiment argumenter et nous convaincre pourquoi, avec un master en musicologie, vous souhaitez intégrer notre master. Et ça nous permet également de voir si nous, on peut répondre à vos attentes. Si notre formation, en fait, va satisfaire ce que vous cherchez. Donc la motivation est essentielle. Tout à fait. Oui. Oui, et quelquefois, elle peine à s'exprimer dans les courriers, ce qui fait que quand, par exemple, un étudiant a un profil extrêmement divers, il a pu faire des sciences, ensuite de la musicologie, il n'arrive pas toujours à formaliser son projet professionnel. Donc j'insiste, travailler vraiment sur cette formalisation du projet professionnel. Nous avons une question qui concerne plutôt le master CIBIST. Je souhaiterais compléter mes compétences et le master 2 information scientifique et technique en alternance. J'aimerais avoir des précisions sur ce master. Précisions sur les compléments de compétences, peut-être parler un petit peu des contenus, même s'il y a une vidéo, je le rappelle, sur YouTube qui présente plus particulièrement l'ensemble des parcours. Oui, alors c'est un master généraliste de gestion de l'information. L'objectif, c'est de former des cadres qui soient capables de gérer l'information en entreprise et plus particulièrement l'information scientifique et technique. Donc on a une formation qui est organisée autour globalement de 4 modules. Justement, cette question des systèmes de gestion de l'information. Un deuxième module qui tourne autour, au fond, du traitement des données et de la visualisation. Un troisième module qui se focalise beaucoup plus sur l'information scientifique et technique. Et puis un quatrième module qui est beaucoup plus intéressé par des questions qui tournent autour de la communication et des systèmes qui sont des systèmes numériques de communication dans les organisations actuellement. Globalement, la transversale, c'est la question du numérique et du numérique dans les organisations, pour dire les choses de manière très compacte, très ramassée. Et c'est des questions qui se posent dans les entreprises de manière massive maintenant. Alors la question suivante porte sur l'anglais dans nos cours. Est-ce que certains de vos cours sont enseignés en anglais, notamment dans le master de PUN? Alors on va répondre pour PUN et puis ensuite on répondra pour les autres parcours. D'accord. Alors non, il n'y a pas d'enseignement directement dispensé en anglais. Par contre, étant donné le domaine dans lequel on travaille, à savoir l'édition numérique, il est évident qu'un certain nombre de ressources
que ce soit des ouvrages, des articles, voire des conférences qu'on trouve sur Internet sont en anglais. Et donc, il est absolument nécessaire d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir réaliser à la fois une veille dans le domaine sur ces questions en anglais et également être capable de traiter et de manipuler cette documentation en anglais. Dans les autres parcours, il y a des cours d'anglais pour perfectionner son apprentissage de la langue. Peut-être Dominique ? Il y a des cours de langue obligatoires, en particulier dans le master culture de l'écrit et de l'image. Ça peut être l'anglais, ça peut être autre chose. Mais on peut aussi ajouter que l'ENSIB reçoit tout au long de l'année des conférenciers étrangers, universitaires étrangers, qui interviennent sur des domaines très variés et qu'il arrive très fréquemment que ces conférences soient données en anglais. Tout à fait. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Outre les cours d'anglais en archives numériques, il y a un des enseignements, celui qui concerne l'archivage du web, qui se passe en grande partie en anglais. En PVD, le cours d'anglais est en anglais, dispensé par un bilingue, mais qui effectue la totalité de son cours en anglais de façon très appréciée par les étudiants, je crois. Pascal ? Oui, il y a également une formation à l'anglais, non pas des cours en anglais, mais il est absolument essentiel de maîtriser l'anglais aujourd'hui. Donc il y a des cours spécialisés avec une orientation très professionnalisante aussi, de façon à ce que vous soyez susceptible d'utiliser un anglais qui est un anglais de l'entreprise et du monde de l'information et de la documentation dans l'entreprise. L'idée, c'est de vous aider à vous insérer en fait dans des logiques d'entreprise qui sont de plus en plus internationales. Et donc la maîtrise de l'anglais, elle est essentielle. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de cours non spécialisés en anglais. Mais il faudrait peut-être y réfléchir aussi. Oui, ça nous donne des idées. Ça peut donner des idées. Quelques questions sur les conditions d'admission. Une première question, y a-t-il une limite d'âge ? Complété par « J'ai une expérience significative en tant que documentaliste et je voudrais augmenter mon employabilité ». Alors, concrètement, il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez tout à fait candidater. On peut simplement attirer votre attention sur le fait que revenir dans une formation qui exige de la présence, puisque nos cours sont obligatoires, et dans des petits groupes, une absence est vite remarquée, et vite signalée, et un contact est très vite pris avec l'étudiant ou l'étudiante absent pour savoir ce qui se passe. C'est parfois difficile pour quelqu'un qui a déjà une activité professionnelle longue derrière lui de revenir dans un type de formation étudiante. Et on peut peut-être à ce moment-là conseiller à cette personne de se tourner vers le diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation, qui permet d'améliorer son employabilité quand on a déjà une expérience professionnelle ou quand on veut se réorienter vers les métiers des bibliothèques et de la documentation. Thomas, tu peux peut-être... C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé. On a vraiment pensé à renforcer l'employabilité des professionnels en poste, soit pour ceux qui souhaiteraient évoluer en tout cas dans leur carrière, certifier des compétences qu'ils auraient pu acquérir au long de leur parcours professionnel. Et donc du coup, le fait que ce diplôme soit à distance, avec 5 semaines de présentiel qui doivent rentrer dans un DIF justement, ça a été pensé pour cela. Il a été également pensé d'ailleurs à destination par exemple de lauréats de concours territoriaux qui souhaiteraient renforcer leur employabilité et donc avant qu'ils ne puissent être embauchés et donc renforcer comme ça leur chance de trouver un travail. Il y a ainsi un mouvement, finalement, des personnels qui ont réussi un concours territorial, qui viennent suivre cette formation, qui suivent cette formation en grande partie à distance, ce qui permet d'avoir un emploi ou une autre formation à côté. Et puis, il y a à l'inverse des lauréats de certains de nos parcours de master, et notamment politique des bibliothèques et de la documentation, qui réussissent ensuite les concours territoriaux. Sur les 10 diplômés de l'année dernière, 2017, 3 ont réussi un concours d'État ou un concours territorial. Donc ce master ne prépare pas les concours, mais il semble aider à les réussir. C'est en tout cas le pari que nous faisons. Autre question sur les conditions d'admission. Y a-t-il des entretiens d'admission au cas où une candidature est retenue? La personne qui pose cette question est actuellement en stage au CNC et il lui est très difficile de se déplacer. Agnieszka ? Alors, en première année, a priori, si votre dossier nous a convaincus, il n'y a pas d'entretien. En revanche, en
si on a quelques doutes ou quelques questions concernant justement votre projet professionnel, vos motivations, on peut vous demander un entretien qui s'est fait en fait des visus ou par Skype ou par téléphone. On vient par exemple d'examiner les candidatures étrangères en master paniste et aujourd'hui j'ai passé 3 entretiens avec des étudiants par Skype qui étaient en Afrique. Donc juste pour vous montrer, ça dépend beaucoup en fait de votre dossier. Dominique, pour culture de l'écrit et de l'image? Non, absolument pas. Pas d'entretien. On a des questions aussi sur d'autres formes de débouchés après ces parcours de master. Peut-on faire une thèse de doctorat après un master à l'ENSIB? Benoît, peut-être? Alors oui, oui, tout à fait. On peut faire un doctorat, une thèse de doctorat après un master à l'ENSIB. On a de temps en temps, régulièrement, mais des étudiants qui enchaînent un master, sur une thèse de doctorat après être sorti d'un master. On en a eu un cette année en master publication numérique qui est actuellement en thèse. Et voilà, chaque année, la question se pose. Et en tout cas, on accompagne la réflexion des étudiants qui voudraient réfléchir et voir se lancer dans une thèse de doctorat. C'est un débouché tout à fait possible. Sur les autres parcours, Pascal, en oui, alors le master CIBIST est un master très professionnalisant avec l'idée quand même que vous allez travailler en entreprise. Il n'empêche qu'on ne ferme pas la possibilité de faire une thèse, et donc c'est ce qu'on indique à nos étudiants dès le départ. Si l'une d'entre vous a envie de poursuivre dans ce domaine, on le prend en main, entre guillemets, et on lui permet de faire un mémoire qui sera plus un mémoire universitaire classique, alors que le mémoire qu'on demande est un mémoire qui a une dimension plus professionnelle dans le CIBIST. Et donc on va l'aider à travers ce mémoire qui va rentrer dans les canons du mémoire universitaire classique, à ultérieurement passer à la thèse. En plus, dans tous les masters maintenant, il y a une initiation à la recherche et ça facilite aussi beaucoup les choses. Donc on ne bloque pas du tout la possibilité de faire une thèse de doctorat si ça intéresse quelqu'un. Alors on peut bien entendu faire une thèse de doctorat après le master culture de l'écrit et de l'image. Cela est en particulier faisable parce que nous exigeons, nous sommes intransigeants là-dessus, un master de recherche qui soit un mémoire de recherche qui soit un véritable mémoire en première année, et que nous en exigeons un tout aussi bon en seconde année. Le master culture de l'écrit et de l'image existe depuis 2004. À raison d'une vingtaine d'étudiants par an, il en a formé plus de 200. Le nombre de thésards ayant soutenu ou étant en cours de préparation d'un doctorat se compte sur les doigts d'une main. Donc c'est un parcours très ardu. Il faut bien être conscient que le but principal du master culture de l'écrit et de l'image n'est pas de préparer des thésards, mais de préparer des gens qui soient capables de gérer et de valoriser des fonds anciens. Il est possible de faire une thèse, mais il faut savoir aussi que le nombre de postes dans l'enseignement supérieur dans ces domaines-là en France est infinitésimal. Et que pour le moment, ils sont tous occupés. Merci pour ce discours de vérité. Evelyne, en archives numériques. Donc le master archives numériques est un master professionnel, mais qui a tenu à inclure dans la préparation à un mémoire qui est des qualités de recherche. Donc on distingue, il y a 2 types de mémoires. Il y a le mémoire du master, qui est un mémoire plutôt recherche, et il y a le mémoire de stage, le rapport de stage. Donc effectivement, quand c'est un bon mémoire de recherche, eh bien ça peut déboucher, on a déjà eu le cas, sur une thèse. Alors, pour politique des bibliothèques et de la documentation, il y a aussi un rapport de stage à fournir et un mémoire qui est plutôt, je le qualifie plutôt de mémoire de recherche appliquée. A priori, un peu comme CIBIST, nous
formons des étudiants et des étudiantes qui ont vocation à prendre des emplois de cadre de la documentation et des bibliothèques et pas nécessairement à poursuivre en thèse. Ça ne veut pas dire qu'un jour ils ne pourront pas le faire, mais notre objectif premier est vraiment de préparer à une forte employabilité ou à la réussite de concours comme je viens de l'évoquer. Yves, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais simplement ajouter une précision, mais que Dominique Vary aurait pu ajouter, ou toi bien entendu, c'est que nous n'inscrivons pas en thèse, car l'ENSIB ne délivre pas le doctorat. Mais ça n'est pas du tout un obstacle, puisque de toute façon, chaque thésard peut effectivement trouver un directeur et un labo, et à partir de là, ce que l'école peut apporter, c'est un accompagnement donc, au travail de recherche. On peut dire que les professeurs de l'ENSIB dirigent des thèses inscrites administrativement dans des établissements lyonnais ou autres, et que des thésards sont accueillis dans les laboratoires de l'école. Voilà. Et si ce sont des établissements lyonnais, ce seront des thèses de l'Université de Lyon désormais, puisqu'effectivement c'est l'Université de Lyon, la communauté d'université qui délivre le doctorat. Elle porte aussi l'offre de master sur le site lyonnais. Tout à fait. Donc de toute façon, les masters dont nous parlons aujourd'hui, sciences de l'information et des bibliothèques et culture de l'écrit et de l'image, sont des masters qui entrent dans la politique de formation de l'Université de Lyon. J'en profite pour préciser ce que nous avons bien sûr dit dans nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'école, c'est que le master sciences de l'information et des bibliothèques est co-accrédité avec l'Université Lyon 1, nous sommes sur le même campus que l'Université Claude Bernard Lyon 1. Les deux établissements sont co-porteurs de cette mention. Et le Master Culture de l'écrit et de l'image est co-accrédité avec l'Université Lumière Lyon 2. Donc les enseignants de cette université interviennent également dans ce parcours. Nous avons une question qui intéresse à la fois paniste et puis le parcours 2 archives numériques. Est-ce qu'une licence en archivistique me permet d'intégrer le master 1 paniste et de faire par la suite le master 2 archives numériques? Master 1 Tout à fait. Alors tout à l'heure, j'ai peut-être beaucoup insisté sur les profils très variés que nous accueillons dans cette formation. Mais bien évidemment, cette volonté de diversifier en fait, les étudiants n'exclut pas les profils classiques en sciences de l'information et de la communication ou de la documentation, comme par exemple une licence en archives. Donc avec une licence en archives, vous pouvez tout à fait intégrer le master paniste. Mais je dirais pas plus avec une licence en archives qu'avec une licence dans une autre discipline. Puisque en fait aussi, il faut faire entrer le paramètre des notes, des résultats, du type d'étudiant, du parcours qu'il a suivi antérieurement. Et donc, une licence en archivistique, c'est bien, ça a confirmé l'intérêt qu'on a pour le secteur, mais ce n'est pas une preuve suffisante. Nous avons parlé de l'accès à la recherche. Peut-être peut-on dire quand même un mot de l'accompagnement que nous mettons en place pour l'insertion professionnelle. Nous avons déjà dit qu'il y avait à l'ENSIB un bureau des stages et de l'insertion professionnelle, qui est d'ailleurs largement à la manœuvre pour organiser le webinaire de ce soir, et je les remercie. Donc Liliane Mirmont et Alice Gobillot sont là pour accompagner au sein des parcours les étudiants dans leur recherche future d'emploi. Est-ce que vous voulez dire quelques mots des unités d'enseignement d'insertion professionnelle qui sont mises en œuvre dans les parcours? Peut-être en paniste. Oui, en paniste. Alors en paniste, nous avons fait un choix de construire une unité spécifique consacrée à l'insertion professionnelle qui a lieu au 12e semestre et qui prépare les étudiants justement à commencer à chercher l'emploi. Donc il y a un tas de cours très divers sur comment écrire son CV, comment en fait construire son projet professionnel. Il y a des simulations d'entretien avec des professionnels qui vous préparent aux entretiens. Et on a beaucoup insisté pour avoir cette lieu parce que c'est la première voie pour vous aussi pour chercher des stages volontaires en première année et aussi pour chercher des alternances en deuxième année. Donc vous êtes vraiment accompagné au 2e semestre
dans ce processus. L'équipe enseignante en archives numériques est composée pour partie d'universitaires, mais aussi d'enseignants qui viennent du monde professionnel, ce qu'on appelle les PAST. Et donc il y a des PAST qui, pendant tout le premier semestre de la formation, donc du M2, interviennent, mettent en contact justement avec le monde professionnel. Cet accompagnement se prolonge d'ailleurs au-delà de la formation, puisque les diplômés des masters de l'ENSIB peuvent, et sont fortement incités à le faire, devenir des anciens, s'inscrire dans l'annuaire des anciens et continuer à recevoir des offres de formation, des offres de poste, pardon, qui sont diffusées par le Bureau des stages et de l'insertion professionnelle. Donc, ils peuvent aussi continuer à poser leurs questions, à faire part de leurs difficultés éventuelles à l'ENSIB qui les accompagne dans leur recherche d'emploi ou dans des questions de mobilité. Benoît ? Oui, je voulais compléter en rebondissant un peu sur quelque chose que tu as mentionné au départ, le fait que les effectifs d'étudiants que l'on accueille à l'ENSIB dans les différents parcours sont relativement restreints et ce qui nous permet d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé des étudiants dans leur recherche, mais également dans la construction de leur projet professionnel. On est sur des effectifs qui sont de l'ordre de la dizaine à quelques dizaines maximum en première année, et donc ça nous permet de connaître les étudiants, de les accompagner. Le fait qu'on ait également des professionnels qui interviennent dans l'ensemble des parcours, c'est une façon pour les étudiants de rencontrer et de valider auprès de ces professionnels leurs projets et d'échanger avec eux sur l'adéquation de leur profil avec leur projet. Alors nous avons une question qui est arrivée sur le niveau nécessaire en informatique pour réussir les masters PBD et ou PUN. Personne disant je n'ai aucune connaissance dans ce domaine pour l'instant. Alors le niveau en informatique, déjà il faut le mesurer à l'aune de ce qui est demandé dans le Master 1 paniste. Agnieszka, comment l'estimes-tu, ce niveau en informatique? Alors en fait, pour entrer en Master paniste, il faut avoir, je dirais, les connaissances très générales en informatique. Ne pas avoir peur en fait de l'ordinateur et de se lancer un peu dans ce processus. Et cette année, elle sert aussi à vous mettre à niveau en informatique, dans les compétences que nous jugeons nécessaires pour que vous puissiez poursuivre en deuxième année et, je dirais, homogénéiser vos niveaux. Donc il y a beaucoup de cours en informatique qui, pour certains, sont difficiles, mais nécessaires pour que vous puissiez poursuivre en deuxième année. Alors sur PUN, ensuite, si le choix est PUN. Si le choix est PUN, c'est une question qui revient assez régulièrement dans les échanges qu'on peut avoir avec les étudiants qui souhaitent candidater à l'ENSIB. Je reviendrai à ce qu'a dit Agnieszka, l'idée c'est de ne pas en avoir peur. Tous les étudiants qu'on accueille ont, pour une large majorité en tout cas, une expérience dans l'informatique qui peut être assez limitée. Et au final, l'expérience nous montre que très majoritairement, voire dans la quasi-totalité des cas, c'est quelque chose qui a été intégré au fur et à mesure du cursus, que ce soit en première année ou en deuxième année, et que ça devient quelque chose de, pas naturel, mais en tout cas qui est tout à fait absorbable, une difficulté absorbable par l'ensemble des étudiants qu'on a pu accueillir. Encore une fois, les étudiants qui rentrent à l'ENSIB seront confrontés à des enseignements en informatique, à des réalisations informatiques à mener, et jusqu'à présent, ils ont tous quasiment réussi à avancer dans cette direction-là. Alors pour le master politique des bibliothèques et de la documentation, il n'y a pas de cours en informatique en deuxième année. Nous considérons que justement la mise à niveau et les cours nécessaires à cette première année information-communication ont été suivis en paniste. Par contre, il y a une unité d'enseignement qui s'appelle Bibliothèque numérique, projet numérique, qui nécessite d'être familier de l'informatique et d'être capable, puisque cette UE est construite à la fois sur de la théorie et de la pratique, eh bien, d'accepter d'aller toucher un petit peu du code pour savoir comment fonctionne une bibliothèque numérique. Donc il y a quand même une familiarité nécessaire avec l'informatique. De toute façon, aujourd'hui, un cadre des bibliothèques et de la documentation ne peut plus être réfractaire à l'informatique.
il y a bien sûr une nuance entre ne pas être réfractaire et être un spécialiste. On ne demande pas non plus d'être spécialiste, sinon on en ferait un critère d'admission, ce qui n'est pas le cas. On nous demande quelles sont les modalités d'examen pour les masters PUN et PBD, mais on va répondre peut-être plus largement. Est-ce qu'il y a des épreuves de rattrapage? On peut dire que oui, il y a des épreuves de rattrapage dans les différents parcours, sauf bien sûr sur les unités d'enseignement stage et mémoire. Si on n'a pas terminé son mémoire ou s'il n'est pas bon, eh bien on le poursuit en s'inscrivant éventuellement dans une deuxième année, ou bien on refait un stage, mais il n'y a pas vraiment d'épreuve de rattrapage dans ce domaine. Dans les autres unités d'enseignement, il y a des épreuves de rattrapage. Pour PUN, est-ce que tu veux parler un petit peu des Alors, sans rentrer dans le détail, parce que sinon ça va être trop long, mais ce qu'il faut, il me semble, retenir, c'est le fait que pour le master publication numérique, c'est une deuxième année de master qui marque le passage d'un cursus d'étudiant ou d'un statut d'étudiant à un statut de professionnel. De ce fait, les modalités d'évaluation sont des modalités qui sont tournées vers non pas une évaluation de la capacité à retenir des leçons, c'est quelque chose qu'on ne souhaite plus évaluer du tout à ce niveau-là. Par contre, c'est des modalités d'évaluation qui passent par des réalisations ou des réflexions ou des productions que les étudiants réalisent, qui doivent ensuite leur permettre de valoriser leur profil et leur parcours. Donc ils réalisent des livres numériques, ils réalisent des études de cas, un certain nombre de choses qui sont plutôt appliquées et qui pourront ensuite réutiliser comme atout, ou en tout cas exemple de réalisation dans leur CV par la suite. En PBD, l'approche est la même, mais les épreuves proposées sont différentes. Notre objectif, c'est de faire sortir de l'école des cadres opérationnels. Donc nous apprenons, il y a un mélange de théorie et de pratique, et nous apprenons à faire. Donc les modalités d'examen visent à évaluer que effectivement vous savez faire. Vous savez construire une politique documentaire. Donc pour évaluer cette unité d'enseignement, vous avez un suivi, un contrôle continu, des rendus réguliers dans l'année, une sorte de journal de bord de ce que c'est qu'une construction de politique documentaire qui se fait sur les collections de la bibliothèque. Service au public, c'est la même chose. Il y a un oral qui permet de vérifier que vous avez bien compris ce que c'est qu'une politique de service au public, notamment. En management, même chose, 80% de la note, c'est un oral dans lequel on vous propose un cas pratique et on vous met en situation et on vous demande de réagir comme un cadre. Voilà, en bibliothèque numérique, c'est essentiellement un QCM et on complète par une fiche de projet. Donc les modalités sont assez diverses, mais elles mettent vraiment l'accent sur la construction de l'apprentissage par l'étudiant, et elles visent à valider que vous savez faire dans les différentes unités d'enseignement. Le plus difficile dans le master PBD, c'est probablement le mémoire, puisque produire une recherche appliquée de bon niveau en assez peu de temps, on ne cache pas que ça demande un fort investissement personnel. Peut-être quelques mots rapides sur les modalités d'évaluation en ARN et en... Alors, selon les types d'enseignement, par exemple, on a un enseignement qui est l'archive numérique et ses enjeux. Dans ce cas, c'est peut-être plus théorique. On s'approche d'une bibliographie qui correspond à la recherche. Et puis, il peut y avoir au contraire des choses très pratiques, par exemple dans le domaine de l'archivage du web, où la validation vient justement avec l'étude de cas pratiques. Et sinon, ce sont souvent des problèmes posés, c'est-à-dire comment peut-on faire gérer un stock d'archives, quelles sont les modalités dans tel et tel secteur. Donc ça demande d'avoir un certain esprit pratique, je dirais. Dominique, en culture de l'écrit et de l'image? Non, pas de remarques. Pas de remarques particulières. Vous avez déjà signalé les deux mémoires, l'existence de ces deux mémoires. Il y a des épreuves dans toutes les unités de valeur, soit des épreuves individuelles, soit des travaux collectifs. Avec des modalités de rattrapage. Agnieszka? Alors elles sont très diverses, ces modalités des contrôles.
Pareil, ça dépend beaucoup des cours, ça dépend beaucoup des lieux concernés. C'est des épreuves individuelles, collectives, des dossiers, des soutenances, des mémoires. Tout dépend, je dirais, du cours. Il y a quand même une épreuve collective importante dans le master planiste et à laquelle on tient beaucoup. Oui, c'est celle de la gestion de projet. Tout à fait. La gestion de projet, c'est une UE qui a lieu au 2e semestre où les étudiants en groupe effectuent en fait un travail des prestataires face à une commande, une vraie commande réelle qui vient d'un commanditaire réel sur des questions en fait de l'organisation documentaire, de la gestion documentaire. Et du coup, bon, pour faire le lien avec les modalités des contrôles, elles sont de 2 types. Tout au long en fait, de la gestion des projets, les étudiants rendent des documents qui rendent compte en fait, de l'avancement du projet et à la fin, il y a un document, un dossier qui restitue en fait le déroulement du projet lui-même et les soutenances. Merci. On n'a plus que vraiment quelques minutes et il y a encore quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Après un master PUN, les débouchés ne concernent-ils que le numérique ou l'édition de manière plus générale? Alors, pour répondre très rapidement, les débouchés concernent quand même essentiellement le numérique. C'est là-dessus que le master se différencie d'autres formations dans le domaine des métiers du livre qui existent par ailleurs. C'est voilà, dans le champ ou sur des problématiques numériques que les étudiants du master PUN peuvent faire valoir une spécialisation plus précise et je pense que c'est moins le cas dans l'édition de manière plus générale. Merci. Il y a une dernière question, mais sur laquelle je ne vais pas m'exprimer trop longuement, qui concerne la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Quelqu'un nous a demandé quelles étaient les modalités, les conseils sur la possibilité de faire une VAE en Master 1 paniste pour accéder directement au Master 2. En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On fait une demande de VAE pour un Master. Il y a pour cela un service à la direction des études. La VAE dépend de la formation tout au long de la vie. Vous trouverez sur notre site un lien vers la responsable de ce service qui est Armelle Deboisse, à laquelle vous pouvez adresser des questions sur la VAE. Elle vous expliquera la procédure. On n'accorde pas une VAE pour un M1 permettant d'accéder au M2. On candidate à une VAE dans un des parcours de master. Et nous examinons par rapport au référentiel du diplôme si le parcours antérieur, les compétences acquises correspondent à ce référentiel ou pas et quels seraient les compléments nécessaires. Le complément pourrait être une année de M2, mais on le décide au moment de l'examen du dossier, on donne un premier avis sur le dossier, puis si la personne poursuit sa démarche, elle a un accompagnement pour produire un mémoire expliquant en quoi son parcours antérieur lui permet d'obtenir le master en VAE. Tout ceci est un peu rapide, hein, j'en ai conscience, mais vous trouvez des liens pour obtenir davantage d'informations et de façon plus spécialisée sur votre projet. N'hésitez pas à contacter Armelle Deboisse. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Yves, oui, mais je crois que nous arrivons en effet à la conclusion. Beaucoup de questions. J'espère que nous avons répondu à ces questions. Il y en a encore et nous allons continuer le dialogue à travers le chat et à travers nos prochains rendez-vous. Merci à vous tous et vous toutes et vous tous d'avoir répondu à ces questions, de vous être prêtés au jeu. Nathalie l'a dit tout à l'heure, mais je le répète quand même, rendez-vous vendredi de 14h à 18h, ici à l'ENSIB pour l'après-midi portes ouvertes, et rendez-vous le 18 mai pour le 2e webinaire. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, vous découvrir l'environnement, le parc de la Tête d'Or, le campus de la Doua, le bâtiment lui-même, son équipement, et vous serez sans doute très heureux de nous voir en 3 dimensions. Voilà. Donc à vendredi.